Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce débat après ce reportage très très intéressant. Les Sentinelles. Alors nous avons le plaisir pour ce débat d'être avec Monsieur Pierre Pézra. Bonjour Pierre, il est en direct Bonjour. avec nous. Et puis, donc, réalisateur, il nous expliquera le pourquoi, le comment et ses impressions, donc, après avoir revu son documentaire. Et puis, je remercie également tout spécialement René Darbois, donc, qui est sans doute aussi un des premiers lanceurs d'alerte ici en Lorraine et ancien élu, adjoint au maire, à l'environnement, etc. Donc, il se présentera aussi. Et puis notre compagnon, Monsieur Claude Leclerc, qui est président du club UNESCO et donc avec lequel nous travaillons sur ce festival. Donc festival, je le rappelle, festival en ligne. On remercie également Imago, la plateforme qui nous accueille et nous accompagne. C'est super, c'est un travail formidable. Et puis merci aussi à l'équipe qui est derrière les écrans que vous ne voyez pas. Donc, nous allons lancer le débat. Peut-être, Pierre, qu'est-ce qui vous a inspiré pour réaliser ce documentaire Les Sentinelles? Alors déjà, c'est un documentaire que j'ai fini de réaliser en 2016, début 2016, donc ça fait déjà 5 ans maintenant. Et à l'époque, en fait, donc l'association Henri Pézra se réunissait et j'ai rencontré à l'occasion des assemblées générales, et pas seulement à l'occasion des assemblées générales, les personnages qui allaient devenir les personnages du film. Et à commencer par Josette Rouder et Jean-Marie Birbès, qui étaient les travailleurs à la fois d'Eternit et de Amisol, qui étaient des personnages que moi j'avais trouvé assez exemplaires, extraordinaires, parce que c'était non seulement des militants, mais des gens qui avaient quand même, de façon différente. Un est occitan, l'autre elle est plutôt de Clermont-Ferrand, voilà. Mais et avec leurs mots, des façons de raconter leur combat qui me semblaient assez, comment dire, extraordinaires. Et puis Paul François, qui était l'agriculteur que mon père avait rencontré et qui finalement est rentré dans l'association Henri Pézra, qui s'est créée à la suite de la mort de mon père, genre l'année suivante, quoi, grosso modo. Et donc j'avais côtoyé ces gens-là et je me disais, mais quel personnage, moi à l'époque j'étais en fin de carrière à la télévision, je me suis dit, quel personnage, qu'est-ce que je pourrais faire avec eux? Et j'ai eu l'idée de ce documentaire qui mêlait toutes leurs voix mêlées, leurs itinéraires, leurs récits, et celui de mon père, avec qui évidemment j'ai un lien très très important et que j'ai quand même admiré toute ma jeunesse, quoi. Voilà, j'ai pas, parce que mon père était quand même quelqu'un qui forçait l'admiration par sa force de travail, sa persévérance. Voilà, c'était à la fois un scientifique et un militant. Il était, euh, il était les deux à la fois, mais voilà. Et il avait, lui, l'universitaire, réussi à s'attirer, comment dire, peut-être pas plus que la sympathie, mais l'admiration, et à emmener avec lui des gens qui étaient ouvriers et des gens qui étaient paysans, comme Paul François, par exemple. Et voilà, je me suis dit, là, il y a une collection de personnages, ouvriers, paysans, chercheurs, et je dois aussi rajouter le personnage de François Laforgue, l'avocat du cabinet Tessonnière, qui défend toutes les affaires qui sont traitées dans le film, et qui faisait aussi un personnage extraordinaire. Donc j'avais l'ouvrier, le paysan, le chercheur et l'avocat, quoi. Voilà, et je parle pas d'Annie Thébault-Monique qui a pris le flambeau de mon père. Tout à Donc fait. voilà, j'avais toutes les matières à faire un film et je l'ai fait, quoi. Voilà. Très bien. Mm. En tout cas, oui, merci beaucoup. On va peut-être demander à René Darbois de commenter. Qu'est-ce que ça t'inspire, puisqu'on se connaît suffisamment pour se tutoyer? Oui, alors ces 90 minutes de film, en fait, elles représentent plusieurs années de combat.
Et quand tu as dit lanceurs d'alerte, nous serions des lanceurs d'alerte, nous on disait militants. Ouais. Et là on sent le travail des militants qui est résumé en 90 minutes. Alors bravo au réalisateur, bravo à la mise en page de ce film qui raconte en fait une longue histoire et qui est en fait résumé d'une manière très très bonne. Ce qu'on y ressent dans ce film-là, et c'était nous le travail des militants aussi, et qu'on a fait sur bien des sujets, c'est que, et parfois il y a des moments de découragement, qu'on ressent aussi dans le film, et c'est normal et c'est humain, mais on ne lâche rien, on ne lâche jamais rien, comme on se l'est dit encore il n'y a pas très longtemps au téléphone, jamais ne rien lâcher, ne rien jamais lâcher au fil du temps. Et quelquefois, le soir, en rentrant, quand on s'est un peu battu comme ça, on a des moments de, non pas de désespoir, le mot est trop fort, mais de découragement. Et là, je suis assez admiratif de toute cette équipe qui, jamais, n'a rien lâché jusqu'à la fin. Et heureusement, ça se termine bien, c'est-à-dire, ils gagnent. Et tant mieux pour eux. Et des combats comme ça, il y en a des centaines, des milliers dans le monde aujourd'hui, et il faudrait qu'on les gagne tous, et ce n'est pas tout à fait le cas partout. Est-ce que, Claude, tu veux bien reprendre Oui, les commentaires magnifiques oui. Alors, une question pour commencer à Pierre et après à René. Donc, on nous demande, c'est à la fois une question et une affirmation, nous en sommes peut-être là avec les pesticides. Réveillons le chat endormi, car les agriculteurs ne sont pas les seuls à en subir les conséquences. Nous, consommateurs, avons du souci à nous faire. Et après, il y a une proposition pour Nicolas, notre partenaire à Imago. Magnifique. Il serait bien que tous les films, ces films, puissent être vus et revus, peut-être sur Imago. Donc Imago sera le nouveau YouTube peut-être, afin de les faire écouter à ceux qui ont conscience de la dangerosité de tous ces produits, mais prennent cela à la légère et préfèrent vivre comme si de rien n'était. Pierre ? Ben évidemment, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai voulu faire un film, alors, du fait que je vous ai expliqué que j'avais des personnages qui étaient à la fois, il y avait l'histoire de l'amiante et effectivement l'histoire des pesticides, qui était incarnée par Paul François, mais non seulement par Paul François, mais aussi par les deux agriculteurs qu'on voit dans le film, Jean-Marie Desdion, et puis j'ai oublié son nom, et puis les gars de Triscalia aussi en Bretagne. Et Paul le dit à un moment en racontant, en disant l'histoire des pesticides, ça va être aussi fort que l'histoire de l'amiante. Et en fait, on peut faire des parallèles entre ces deux histoires de façon très prolongée. C'est-à-dire qu'en fait, les mêmes méthodes sont à chaque fois utilisées par les industriels, à savoir qu'on sème le doute. C'est ce que raconte Fabrice Nicolino, mais ça, j'imagine que tous les gens du film le connaissent. Mais il y a un autre paramètre sur lequel qui est très important, c'est le chantage à l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, dans toutes ces histoires-là, les industriels et les pouvoirs publics qui suivent les industriels sont toujours prisonniers rendent les gens prisonniers du fait qu'ils emploient des gens. Et que si on arrête de faire des pesticides, eh ben, on va mettre au chômage ceux qui fabriquent des pesticides. Et à chaque fois, c'est cette histoire-là qui est mise en cause. Voilà, pour revenir aussi à ce que dit la personne, c'est vrai que alors, si je reviens à l'amiante, il y en a un qui le dit, je crois que c'est Jean-Marie Birbès, il dit si l'amiante n'avait empoisonné que les gens qui travaillent dedans, l'histoire de l'amiante ne serait jamais sortie. C'est-à-dire qu'en fait, l'amiante serait toujours interdite. Et ce n'est qu'à partir du moment où ça s'est passé à Gérardmer, là, en 1992, je crois, où des profs ont été reconnus comme malades de l'amiante, donc des gens qui n'avaient rien à voir avec des travailleurs de l'amiante, et qu'il y a eu Jussieu, tout ce qu'on a Jussieu, qu'on a commencé à se dire, mais c'est dangereux pour tout le monde. Et que c'est là que mon père est allé voir les ouvriers et il s'est dit, mais il y a un scandale encore plus important, c'est ceux qui travaillent dedans. Mais sous-entendu, quand on travaille, à la limite, on peut accepter qu'on meure. Vous voyez, il y a quelque chose de ça. Mais à partir du moment où ça commence à rentrer dans le public,
là, ça commence à prendre une ampleur et les responsables politiques peuvent commencer à penser qu'ils vont être envoyés en justice, etc. Et c'est comme ça que l'histoire de l'amiante a été gagnée. C'est parce que les responsables politiques, suite au scandale du sang contaminé, avaient peur d'être mis en prison, en tout cas d'être envoyés en justice. Et pour ce qui concerne les pesticides, il y a effectivement tous ceux qui travaillent dedans, mais la grande bataille aujourd'hui, c'est autour des riverains. Donc il y a tout un tas de batailles avec le maire j'ai oublié son nom, en Bretagne, qui avait mis un arrêté pour empêcher les pesticides autour des maisons. C'est une bataille qui se joue aujourd'hui partout, mais qui a besoin de tout le monde, quoi, pour être gagnée, et qui est absolument très importante. Mais bon, voilà, on se bagarre quand même contre des forces qui sont extrêmement puissantes et qui, encore une fois, manient le chantage à l'emploi de façon extrêmement habile. Tout à fait. Et René, c'est un combat que tu connais bien pour l'avoir suivi. Oui, parce que ce que vous dites est très intéressant. Le basculement entre le travailleur qui meurt, et c'est presque normal qu'il meure, il a pris des risques pour gagner sa vie, etc. Ça bascule, Gérard May. Effectivement, c'est là où c'est important et la question est intéressante, c'est à partir de quand le consommateur est suffisamment informé, conscientisé pour qu'il change ses pratiques d'achat, ses pratiques de prévoyance, etc. Alors là, on est dans l'amiante, mais tout le problème de la consommation est là. Les agriculteurs ne sont pas forcément des empoisonneurs. Ils répondent à un marché, ils ont des clients en face d'eux, ils ont des gens qui achètent leurs produits. Le jour où le consommateur changera ses pratiques ou changeront leurs pratiques d'achat, c'est là où les choses peuvent changer. On en discutait entre nous avant, sur la violence routière, par exemple. On est concerné par la violence routière bien souvent quand on a quelqu'un de sa famille qui a subi un accident grave. C'est là qu'on devient plus militant encore. On aura gagné quand on sera tous militants. Et est-ce que peut-être tu peux expliquer un peu les difficultés que tu as eues ici en tant qu'élu à essayer de régler le problème des nitrates pour qu'on ait de l'eau plus que potable à Metz? Alors c'est un sujet qui est national, international. On a des nitrates, on retrouve des nitrates dans nos cours d'eau, dans nos eaux de surface. Et c'est l'eau qui sert bien sûr à la consommation humaine, au bout du compte. Et les nitrates sont assez difficiles, c'est une molécule qui est difficile à casser. Donc on a ce qu'on a fait, ce qui existe au travers des agences de bassin, mis en place un PSE, paiement pour services environnementaux. Et la difficulté, c'est qu'on est en train de payer les agriculteurs à avoir des pratiques agricoles meilleures. Sauf que j'ai retrouvé en face de moi beaucoup de monde. J'étais un peu seul d'ailleurs. J'ai retrouvé en face de moi beaucoup de monde qui disait « Mais pourquoi payer les agriculteurs à avoir de bonnes pratiques? Ça devrait venir tout seul. On va pas être dans une attitude de polluer-payeur. » En fin de compte. Et toute la difficulté est là, c'est-à-dire de pouvoir donner le coup de pouce supplémentaire pour que les pratiques, alors là ce sont des pratiques agricoles, soient remarquables. Pierre, est-ce que vous avez envie de commenter? En fait, oui, bien sûr. En fait, c'est une équation économique globale qui est en cause. L'histoire des nitrates... alors pour le coup, c'est pas que je connais, mais je ne sais pas si vous connaissez une journaliste qui s'appelle Inès Léraud, qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Les algues vertes sur la Bretagne, qui a été beaucoup vendue et qui fait beaucoup parler d'elle. Inès, en fait, je la connais parce qu'elle avait, en sortant de ses études, elle avait fait une émission à la radio sur mon père. Donc, et c'est comme ça qu'elle avait enregistré Josette Rouder, qui est dans le film, et elle avait fait une émission que j'avais trouvée absolument extraordinaire. Et donc, Inès, elle raconte tout ce qui se passe autour des nitrates en Bretagne, avec les algues vertes qui prolifèrent suite à l'abondance de nitrates. Alors, effectivement, il ne s'agit pas d'incriminer, de dire les agriculteurs sont des pollueurs, et basta. Même si, de fait,
il y a quand même une réalité, c'est que ils sont coincés dans un système qui les pousse à utiliser des techniques à la fois de nitrate, d'engrais, et à la fois de pesticides, fongicides, herbicides et compagnie. Donc, en fait, l'équation, c'est comment arriver à changer le système de façon globale, comment arriver à ce que casser, parce qu'il y a quand même des pesanteurs qui sont absolument énormes au niveau des syndicats d'agriculteurs. Je ne vais pas en nommer là, je ne vais pas faire mais il y a quand même des pesanteurs extrêmement fortes, très conservatrices sur ne pas remettre en cause l'agriculture intensive et les pratiques qui vont avec. Donc en fait, il faut se battre par rapport à contre tout un tas de forces qui ne sont pas forcément des forces institutionnelles très fortes, mais qui font que, en fait, chaque combat est à chaque fois un combat difficile. Et donc c'est là que les militants sont importants, c'est là qu'il faut donner de l'aide aussi, faire sentir à ceux qui sont justement dans une agriculture respectueuse de l'environnement, etc., les moyens de continuer à vivre, à pouvoir vivre, et c'est ce que vous faites en donnant des subventions. Mais c'est la bonne façon de faire. Il n'y a pas non plus 36 façons. Il faut aider à dépolluer la planète. Et pour aider, il faut donner de l'argent. Voilà, c'est tout. Oui, tout à fait. Alors, une question peut-être, René. Ça, c'était aussi lorsque nous étions plus jeunes, hein, on est toujours jeunes. Oui, oui. Aujourd'hui, avec la jeunesse qui est dans la rue pour le climat, est-ce que tu penses que ça va aller plus vite, plus rapidement, et qu'on arrivera à intégrer cela avec les jeunes agriculteurs, accepter d'autres formes plus rapidement que par le passé? Ben on peut l'espérer, en tout cas, il ne faut pas le décourager. Mais on a en face de nous quand même des grosses machines, hein, vous l'avez dit, hein, c'est les syndicats d'agriculteurs, etc., sont extrêmement forts et ils sont effectivement puissants, oui, effectivement. Mais je crois qu'il ne faut pas craindre de les rencontrer, de taper du poing sur la table. Je n'ai pas raconté mon histoire, hein, mais on en vient parfois quasiment, je ne dis pas aux mains, mais c'est assez violent comme débat. Ah oui, pardon. Peut-être. Je pense qu'il y a une évolution entre ce que vous avez montré dans votre film et ce qu'on vit aujourd'hui. Autrefois, les militants se regroupaient, menaient des actions. Aujourd'hui, on observe plus ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire c'est un peu par délégation que l'ensemble de la population est porteur d'une revendication à travers quelqu'un qui a mené, souvent en petits groupes ou isolément, individuellement, une démarche. Bon, on a nos voisins du Luxembourg ici où il y a eu quelques scandales financiers qui ont été découverts à travers quelques personnes. Bien sûr. Pierre, un dernier mot? Écoutez, le rôle des lanceurs d'alerte, alors ça c'est un mot que mon père n'aimait pas beaucoup, mais bon, ça c'est pas très important. Ce qu'il y a, c'est que les lanceurs d'alerte sont souvent des gens qui sont un petit peu seuls. Et du fait de leur solitude, sont confrontés à des pressions. Ils sont un peu seuls contre tous et contre des forces qui les dépassent. Par exemple, au Luxembourg, je crois que je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a été en procès, etc., etc. Donc, en fait, ce qu'essaye de dire le film, c'est que la solidarité, la collectivité, la force collective, le fait de se mettre ensemble, de se rassembler, ne peut que donner plus de force à ceux qui se battent pour des causes. Donc, c'est créer des associations et je dirais, peut-être en dehors des forces traditionnelles, par exemple syndicalistes, etc. Il y a quelque chose qui est évoqué dans le film, par exemple, c'est que dans l'histoire de l'amiante, Josette Rouder et Jean-Marie Birbès étaient des syndicalistes CGT, mais en fait, la CGT était... Comment dire, c'est là qui c'est intéressant de l'analyser. Elle a été coincée entre le fait que si on demande l'arrêt de l'amiante, eh ben ils allaient mettre je ne sais pas combien de personnes au chômage. Donc en fait, la CGT ne voulait pas arrêter l'amiante au départ. Et en fait, ils ont mérité de suivre le mouvement.
Donc, il faut que ces forces qui se mettent en mouvement soient des forces à la fois indépendantes, des forces politiques et syndicales, et qu'elles s'appuient de façon pour avoir vraiment plus d'impact sur une force collective, pas des gens tout seuls. Même si aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup d'affaires qui sortent suite à des lanceurs d'alerte qu'on ne peut qu'admirer, parce que souvent, voilà, il y a des gens, ils ont perdu leur emploi parce que justement, ils ont dénoncé. Eh bien, nous avons un spectateur, Natché, qui dit les sentinelles, agriculteurs sous tension, les mouvements citoyens sont des révélateurs du déni des crises écologiques. Je crois que ça résume bien la situation. René, peut-être un mot de la fin? D'abord, vous remercier parce que ce film est très très bien fait, très bien conduit. On a tous subi, alors moi j'ai un certain âge, donc l'éternité et tout ça, c'était miraculeux. Hein. On m'avait vendu un revêtement de sol et je me souviens que le vendeur, c'était dans les années 70, début 70 d'ailleurs, hein, m'avait vendu ça comme étant résistant au feu. Et donc, mon épouse et moi, on avait acheté ça, on avait posé ça, et c'était le bon produit. Personne nous avait alerté à l'époque sur ce type de danger qu'on a certainement subi. Donc, un très grand merci à vous. Eh ben, je vous en prie, c'était un plaisir. Voilà, donc ce premier débat de l'après-midi se termine, à moins qu'on ait encore quelques minutes, non ? Donc, écoutez, on a voulu clore trop tôt. Profitez-en si vous avez quelque chose à rajouter que vous n'auriez pas eu le temps de dire. En tout cas, nous aussi, ici, l'équipe de l'Institut Europa d'écologie a été très heureuse que vous soyez avec nous et on espère que on pourra vous voir en présentiel parce que ce qu'on souhaite avant tout, c'est que notre festival soit un festival qui se passe en salle pour la prochaine fois. Ah oui, c'est la première édition? Non, nous sommes à la 3e édition et nous avons vraiment tenu à maintenir ce festival en ligne parce que depuis le mois de novembre, nous attendions l'ouverture des salles et comme nous sommes déjà en préparation de la 4e édition au mois de novembre 2021, donc il fallait le maintenir et surtout par respect aussi par respect de nos spectateurs, de notre public, pour fidéliser notre public, et aussi par respect pour vous, les réalisateurs, qui aviez été sélectionnés. Et donc, il y a toute une équipe qui a travaillé à cette sélection pour qu'on puisse se présenter. Donc, pour nous, il était hors de question ni de l'annuler, ni de le reporter encore. C'est pour ça qu'on a lancé cette édition en ligne. Alors, peut-être René Darbois, qui était grand témoin en présentiel. Alors, tes impressions en ligne? C'est quand même mieux en présentiel, c'est-à-dire on peut s'approcher des gens, on peut discuter en direct, on peut s'entrecouper, alors que là, bon, on a du mal un petit peu, quand quelqu'un parle, on ne lui coupe pas la parole, c'est normal, hein, c'est une critique à l'égard de personne. Non, on attend avec impatience de se voir, de pouvoir se confronter, encore plus, de pouvoir confronter les idées, etc. Mais je pense à ce que tu as dit, Marianne aussi, hein, par rapport aux jeunes, par rapport à cette jeunesse qui se bat, pas contre le climat, mais pour ce climat changeant, c'est-à-dire que pour qu'on change aussi nos habitudes. Et là, je leur souhaite vraiment courage. Et nous, les plus anciens, on est là, hein, on restera là jusqu'à la fin. Claude? Oui, merci à tous les deux. Et puis, ce débat arrive à son terme. Donc, on va vous inviter à voir le film suivant en restant en ligne avec nous. Et puis, vous avez toujours la possibilité de voter pour votre film préféré. On clôt le vote à 19h. Donc, allez-y sur messfilmfestival.fr pour voter. Et donc, le film suivant, c'est 2 films en fait. Vous avez 2 films pour le prix d'un.